dit, on parle de messages. Mais on aurait pu parler d'entrée en base, parce que tout ce que je vous ai montré jusque-là, ça ressemble à des entrées en base, point barre. C'est important d'avoir dans l'idée que c'est du message, parce qu'on offre des mécaniques de routage autour de ça. Donc, là, je vous ai présenté juste avant l'idée que LiveObjects stockait et que votre applicatif métier venait interroger. Donc ça, c'est bien quand c'est sur événement ou il y a un utilisateur qui affiche une page dans un portail chez vous, et vous, là, vous avez besoin d'aller chercher la donnée. Donc ça marche très bien pour ça. Par contre, ça ne vous permet pas facilement d'avoir une copie de toutes les données. Si vous voulez avoir une copie de toutes les données, il va falloir que vous veniez interroger régulièrement ces API-là pour demander donne-moi toutes les données depuis telle date, ou donne-moi toutes les données sur tel stream depuis telle date. Donc ce n'est pas des API qui sont faites pour ça, quoi. Si vous avez un besoin, et c'est assez courant, de dupliquer tout le trafic de données, ou une partie du trafic de données, de le dupliquer ailleurs, parce que ailleurs vous allez l'ingérer, vous allez le stocker, vous allez le processer d'une manière ou d'une autre, spécifique à votre métier. On propose deux moyens de faire ça. Le moyen que nous on promeut vraiment, c'est de mettre en place des fils de messages et de mettre en place des règles de routage qui vont faire que ce trafic va arriver dans cette file de messages. Je vais vous montrer. Voilà. Ok, on va faire les slides d'abord. Donc, dans LiveObjects, dans votre compte, vous avez un quota d'espace de stockage pour des fils de messages et un quota de nombre de fils maximum que vous pouvez créer. Vous pouvez créer des fils, vous leur donnez un joli nom, etc. Vous allez pouvoir déclarer des règles de routage qui vont amener une partie du trafic dans ces fils. À partir de ce moment-là, vous pouvez créer des accès applicatifs. Pardon ? Non, c'est global. Vous pouvez avoir le trafic data de toute votre flotte dans une file. C'est possible. Donc, c'est global à votre compte. Hein. C'est vraiment global à votre compte. Donc, par exemple, vous dites, moi, je veux toutes mes data LoRa. Je les veux dans une file parce qu'elles vont être ingérées dans un applicatif particulier. Et tout mon trafic MQTT, je le veux dans une autre file parce qu'il va être traité par un autre applicatif. Voilà. C'est possible de faire ça. Donc vous créez votre file, vous créez une règle de routage qui va amener le trafic dedans. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez venir créer, donner un accès. Vous allez vouloir que votre applicatif se connecte en MQTT et consomme sur cette file. Donc pour ça, pour créer un accès, donc je vais vous montrer le parcours. Ce sera peut-être plus simple que... Donc, vous êtes dans votre compte, vous allez dans la partie configuration, message bus, et donc c'est là où on gère, exactement ce que je vous décris, les fils de message. Alors là, créons-nous une file pour le trafic data. Alors, que je ne me trompe pas. On va l'appeler all LoRa. Voilà. On va lui laisser la taille par défaut. Donc, les files, elles ont une taille maximum. Il y a un quota évidemment sur l'espace disque qui est utilisé, parce que derrière, c'est l'espace disque qui est utilisé chez nous. Il faut bien réfléchir à cette taille, puisque ça va correspondre à... une fois qu'une file est pleine, en fait, le nouveau trafic va faire sortir le plus vieux trafic. Voilà. Donc si vous avez quelque chose de critique, il faut bien réfléchir à la taille de cette file en fonction de la SLA que vous comptez avoir sur l'application qui va consommer. Autrement dit, si vous recevez 1 mégaoctet de données par minute et que, je sais pas, je donne un chiffre comme ça, 1 mégaoctet de données, bon, on va dire 10 mégas par jour, et que l'application qui consomme, la SLA, vous pensez que dans le pire des cas, si elle tombera à 12 heures. Donc, elle tombera à 24 heures, voilà, on va faire simple. Elle tombe 24 heures. Vous savez que vous pouvez potentiellement perdre 10 mégas de données. C'est-à-dire que si vous avez une coupure de 24 heures, vous allez perdre 10 mégas de données. Donc vous pouvez sizer votre file en fonction. Vous pouvez dire, ce sera 50 mégas ou 100 mégas ou que sais-je. Et prendre les mesures qui correspondent. Puisque le principe, c'est que le trafic va être routé dans cette file et stocké sur disque, persisté. Le long de toute la chaîne, on a une garantie de délivrance de au moins une fois, c'est-à-dire que partout on utilise des acquittements pour pas qu'il y ait de choses qui soient perdues. Donc vous êtes sûr que la donnée, vous allez au moins la recevoir une fois. Votre applicatif va arriver, va souscrire à cette file et va recevoir les messages, il va devoir les acquitter pour qu'ils disparaissent de la file. Donc tant que votre applicatif n'est pas là, n'est pas souscrit, vos applicatifs, vous pouvez avoir plusieurs instances qui consomment sur une file en même temps, c'est possible aussi. La donnée est stockée là. Et donc, tant qu'elle est stockée, elle prend de la place, et donc éventuellement, elle peut être amenée à disparaître s'il y a trop de données qui remplissent sa file.
pense que vous avez compris. Ok, donc là j'ai créé une file all LoRa. Alors, je vais faire quelque chose qui... c'est la manière de faire actuelle. Mais on va vraiment améliorer ça, parce qu'on s'est rendu compte que c'était trop technique. Ça demandait un peu trop de connaissances des clés. Donc, vos data messages, quand elles passent, vous vous rappelez dans le schéma, il y a un bloc routeur. Quand les data messages arrivent là, donc, le message contient le data message, et il a une clé de routage qui en fait a une certaine structure en fonction de sa connectivité, en fonction du type de remontée que c'est. Il y a une structure de clé de routage qui est documentée dans le Developer Guide, mais qui a beaucoup de subtilité et qui n'est pas forcément facile à exploiter. Donc aujourd'hui, vous devez connaître un peu ces structures-là pour déclarer ce qu'on appelle les bindings, qui sont en fait ces règles de routage. Mais très prochainement, on va offrir quelque chose de beaucoup plus packagé, et vous aurez quelque chose où vous mettrez directement, je veux ce qui vient de tel connecteur, ou de tel groupe, ou de tel device en particulier. Voilà. Et c'est ça qui est amené en particulier par l'évolution qui arrive début octobre. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut créer ça. Demain, ce sera un peu mieux. Donc là, que je ne me trompe pas, donc aujourd'hui, c'est encore event v1 data new. Donc ça, c'est toutes les flux de données. Donc il y a d'autres flux de messages que vous pouvez router. Donc il y a tous les événements de device management, par exemple. Vous pouvez avoir les événements de tiens, j'ai un device qui est connecté, qui est déconnecté. J'ai un device qui a été créé, qui a été supprimé, qui a été mis à jour. J'ai eu une réponse de commande. Voilà, il y a beaucoup d'événements comme ça que vous pourriez router. Mais 99% du temps, c'est vraiment les flux de data qui vous intéressent. Et c'est pour ça qu'on va simplifier beaucoup ce parcours-là. Donc, v1 data new, URN, LoRa. Donc ça, avant, si vous connaissiez l'ancien portail LoRa, en fait, on vous proposait 2-3 choix et ça remplissait déjà ça tout seul. On va revenir à ça, grosso modo. Et ces exemples-là, ils sont donnés dans la documentation TACA. Et donc là, en gros, ce que vous avez besoin de savoir, c'est que je dis, toutes les données LoRa, je veux qu'elles aillent maintenant dans ma file all LoRa. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que j'ai pas forcément de device LoRa qui parle en ce moment. Je vais devoir sortir un starter kit, je pense. Donc on va regarder quand même. Je vais actualiser ça. Oui, donc les dernières données LoRa, elles datent d'hier, donc voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui va dans ma file. Je crois que tout à l'heure, vous avez une démo du starter kit où on vous a montré un peu des exemples de code Arduino flash en live, non? Ouais. Donc, on ne va pas s'étendre trop sur la question. Je vais vous montrer comment on connecte un applicatif en MQTT sur LiveObjects, comment on consomme les flux. Donc, comment ça se passe? Pour se connecter en MQTT ou pour utiliser l'API REST dont je vous ai déjà beaucoup parlé, on a un système de changer l'application pour qu'elle remonte des données un peu plus vite. Tenez, on va le faire de la bonne manière. Voilà, donc c'est celui-là. Allez, je vais lui demander de remonter toutes les 2 secondes. Ah, il n'est pas connecté. Ah oui, je l'ai pas connecté. Tac. Ok, c'est synchronisé. Et donc maintenant, si je regarde la file, elle va se remplir déjà un peu plus vite. Voilà, elle a 12 messages en attente. Toutes les 2 secondes, il va y en avoir un nouveau. Ah, j'ai encore des... Oui, il y a un cache, en fait, ça se rafraîchit pas les secondes ici. Mais... Voilà, 20, etc. Ok. Et donc, côté applicatif, je souscris à FIFO / le nom de ma FIFO. Donc par exemple, all, ça s'appelle all LoRa, c'est pas très pertinent.
Et là, sitôt que je vais souscrire, je vais recevoir une bonne partie des messages qui sont dans la file. Mon client MQTT il va tout de suite les acquitter, donc en fait je vais tout de suite dépiler ce qui est dedans. Voilà. En fait vous pouvez gérer un peu la back pressure avec les acquittements MQTT. Il faut bien configurer vos clients MQTT si vous avez beaucoup de trafic. Et vous pouvez avoir plusieurs clients souscrits. Donc là voilà, j'ai cliqué sur subscribe et bim, j'ai pris toutes les données qui étaient en attente. Donc là maintenant ma file, si je vais regarder dans la page de config, je vois ma FIFO. Alors qu'est-ce que je vois? Il n'y a plus aucun message en attente. Il n'y a aucun message en attente d'acquittement. Et on me dit, il y a un consommateur, bah, c'est mon application. J'ai un consommateur qui est branché dessus actuellement. Voilà. Donc voilà pour cette histoire de fil. Donc comme je le disais, la configuration du... Donc là, c'est plus stocké sur le serveur. Ça a été passé à mon client MQTT qui les a acquittés. Donc sitôt qu'il a acquitté, le message est oublié côté LiveObjects. Alors, vous pouvez mettre en place plusieurs fils et plusieurs règles de routage qui concernent les mêmes messages. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a posé une question, est-ce qu'on peut dupliquer des flux? Oui. Vous pouvez très bien créer plusieurs fils avec la même règle de routage, et donc vos messages sont stockés autant de fois. Vous pouvez choisir, peut-être que vous avez besoin de router tout votre trafic LoRa vers un applicatif, et tout votre trafic LoRa vers un autre applicatif. Les deux font deux process différents, un qui va analyser la qualité du réseau, l'autre qui va plutôt faire des traitements métiers, par exemple. Vous pouvez très bien mettre en place deux fils. Voilà, le trafic sera dédoublé et le cycle de vie des deux fils sera indépendant. C'est-à-dire peut-être qu'il y a un applicatif qui est connecté, donc il y a le fil qui est vide en permanence, et l'autre, l'applicatif est absent actuellement, donc ça se remplit, et quand il vient, ça se vide. Vous comprenez, voilà, donc ça c'est une manière de faire. Et donc comme je le disais, là, très prochainement, il va y avoir une évolution là-dessus pour que la partie routage, là où je vous ai montré des choses un peu barbares avec les routing keys, soit structurée, c'est-à-dire que vous déclarerez vraiment via les REST des choses très structurées, vous direz device group, nanana, connecteur, LoRa, ce sera plus packagé. Mais ce sera le même fonctionnel. Donc là on a parlé. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là, sur cette partie-là, ou c'est clair? C'est-à-dire que quand un message arrive, il est stocké dans la base et passe par le partie routeur, c'est soit l'un soit l'autre, ou les deux. Donc la question c'est, je le dis pour la caméra, la question c'est est-ce qu'un message peut être à la fois routé et à la fois stocké dans la partie data? Oui, tout à fait. Tout à fait. Le message va à la fois être traité par... En fait, la partie data est un peu comme un consommateur en parallèle à sa propre file quelque part. Donc oui, toute la partie data fonctionne indépendamment de la partie avec les fils, le routage, et indépendamment aussi de la partie event processing, dont on va parler juste après. Voilà. Donc on va parler de cette dernière partie, la rule engine, qui est la plus complexe. Donc, voilà. Event processing. Donc LiveObjects propose des fonctions pour détecter des conditions sur les données collectées et lever des événements qui eux-mêmes pourront être routés ou stockés et qui pourraient déclarer et qui peuvent déclencher des notifications. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette phrase. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Déjà, on peut détecter des conditions sur des données collectées. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, l'event processing. Enfin, là, c'est la partie qu'on appelle les matching rules. Donc c'est des règles de matching. Donc matching, vous comprenez, c'est vraiment, est-ce que c'est un test booléen sur les flux de données. À quoi ça ressemble, ces règles de matching? Okay. Donc, pour déclarer ces histoires de règles de matching, où ça se fait via l'API REST, on peut déclarer une règle de matching, c'est basé sur quelque chose qui s'appelle JSON Logic, peut-être que vous connaissez. JSON Logic, c'est une manière de décrire un enchaînement de conditions sur un objet JSON en JSON. C'est assez méta, donc ça permet de déclarer des conditions. Je ne sais pas si vous voyez là, mais par exemple, c'est un objet JSON où dedans on dit la condition c'est un et entre est-ce que value.hygrométrie est inférieur à 20 et est-ce que value.température est supérieur à 20. Voilà. Vous voyez, on peut faire des et, des ou, on peut faire des tests conditionnels supérieur, inférieur, égal, différent, appartient à telle liste, est présent et absent. Vous voyez ce genre de choses. Donc, vous, votre data message, c'est l'objet en entrée. On applique les conditions. Et si les conditions sont remplies, c'est qu'on émet un événement, un matching event, qui derrière va pouvoir passer par une autre partie, un autre traitement. Donc le matching, voilà, c'est détecter des conditions.
Donc quand on crée une règle de matching, on lui donne un nom, elle va avoir un identifiant unique, on peut l'activer, désactiver à tout moment. Voilà. Donc ça, ça existe depuis un certain temps et c'est pas encore présent dans le portail. Un jour, j'espère. Donc voilà, vous pouvez, il y a tout le cru autour des matching rules. Et donc l'étape tout de suite après, donc pour l'instant, une matching rule, ça va émettre un matching event. Ce sera un événement que vous pouvez router si ça vous intéresse, tout à fait. Mais le plus intéressant, c'est qu'il y a tout de suite, il y a une deuxième couche qui s'appelle la couche des firing rules. Puisque bien souvent, détecter des conditions sur des flux de données, c'est bien, mais on n'a pas envie de lever un événement systématiquement. On a envie de savoir, par exemple, peut-être qu'on est intéressé d'avoir une seule fois l'événement par device, par exemple, une alerte low batterie. J'ai pas envie de déclencher toute une chaîne de notifications, de SMS et de mails à chaque fois qu'il me remonte que sa batterie est à 2%. J'ai envie de le faire la première fois qu'il me remonte que c'est à 2%. Voilà. Ou peut-être que j'ai envie de déclencher la notification, mais que une fois par demi-heure. Donc c'est ce que permet cette couche avec les règles de firing. C'est tout simplement une sorte de rate limiting sur ce qui se passe. Donc dedans, on va dire, bah, je prends, si tel matching rule est rempli, alors je veux vraiment déclencher un événement. J'ai le choix entre plusieurs possibilités. Soit c'est tout le temps, c'est-à-dire systématiquement, quand il y a un match, j'ai un événement fired qui est émis. Ou alors once, ça veut dire une seule fois. Et il faudra qu'il y ait un autre appel REST qui réinitialise la règle de firing pour qu'à nouveau j'ai l'événement qui soit levé. Ou alors on peut donner une durée de sleep, donc on peut endormir la règle pendant un certain temps. Donc on peut dire, bon, imaginons un cas, voilà, on va faire le cas très très bête du low battery. Donc la règle, le matching, ça pourrait être, est-ce que le niveau de batterie est inférieur à 5%? Okay. Et la règle de firing, ça pourrait être, ah oui, alors je ne vous ai pas dit le truc important, c'est qu'on choisit la granularité de cette règle. C'est pas très clair dit comme ça, mais on va pouvoir dire par exemple, ok, la règle de firing c'est par device. Et par device, je veux lever l'événement qu'une fois par heure. On peut faire ça. Donc on va dire, je crée une règle de firing qui concerne l'événement de matching que je veux me créer, avec comme matching, avec comme aggregation key metadata.source, donc ça veut dire que c'est par device. Mais on pourrait le faire par autre chose, on pourrait le faire par string ou par souvent c'est par device ou par string, il faut le dire. Et je veux le faire, donc firing type, donc always, ça veut dire tout le temps, ou once, ça veut dire seulement une fois, jusqu'à ce que quelqu'un vienne resetter pour ce device. Ou, enfin, je ne sais pas si j'étais extrêmement clair, mais ça vous permet en tout cas, en fonctionnement, de faire ça, de faire, je détecte des conditions, et après je choisis si vraiment j'émets un événement qui derrière peut déclencher un événement qui contrôle. Et donc je peux dire, bah, ce sera une fois par heure par device, par exemple, au maximum. On peut faire ça. Ou alors ce sera tout le temps pour tout le monde. Ou ce sera une fois par device, jusqu'à ce qu'après vient un appel, on vienne resetter le fait que cette alarme a été... voilà ce que ça permet de faire. Donc la documentation dans le développeur guide est assez complète sur ces fonctionnels-là. Donc derrière, vous allez pouvoir consommer via routage les événements Fire aussi. Donc jusque-là, c'est déjà pas mal. Ils peuvent être stockés aussi dans la partie data zone. Donc je pense qu'on en a dans le compte. Dans le compte dans lequel je suis là. Ah oui, quoique il a dû remonter beaucoup. Je vais arrêter mon application pour qu'elle arrête de remplir data zone. Oui, là il y en a beaucoup. Comment je peux... beaucoup de données. On va regarder ce qui arrive. Voilà, donc par exemple là, ça, c'est quelque chose qui est sorti du... C'est un événement qui a été levé, un fired event, et qui a été stocké après, qui a été restocké. Je le sais parce que son stream ID s'appelle event de point quelque chose. Vous voyez, donc event de point URN LoRa, nanana. Donc qu'est-ce que c'était que cet événement qui a été créé? Donc c'est une matching rule qui testait quoi? Qui testait que la donnée avait un tag qui
qui valait HTTP push. Et voilà, donc vous voyez, ça a créé un élément qui a été stocké. Donc ça, c'est une première chose, ça peut être stocké. Ça peut être routé, on l'a déjà dit. Et la troisième chose, qui est la plus intéressante, c'est qu'on peut déclencher des actions, en fait des notifications. Donc il y a trois types, alors ça c'est très récent, ces ajouts-là. Il y a trois types d'actions qui peuvent être... où est-ce que je suis? Il y a trois types d'actions qui peuvent être déclenchées. Ah oui, donc alors juste pour vous dire l'histoire des firing guards, c'est ça qu'il faut venir supprimer pour resetter l'état d'une firing rule sur une entité de données, sur une clé d'agrégation de données. Alors, je pense que c'est pas hyper clair, mais en gros, par exemple, tout à l'heure, quand je vous disais que c'est une fois par device, bah, c'est parce que la clé d'agrégation, c'est l'identifiant du device, et donc en fait, le fait qu'on lève l'événement pour un device va créer en base une entité quelque part qu'il va falloir venir supprimer pour resetter le fait que ce device a déjà levé cet élément. Voilà. Ça demande de creuser si vous l'utilisez, là, on n'est pas obligé de passer tant dessus. Sachez qu'il y a un... Ah oui, alors je ne l'ai pas mentionné, mais il y a une zone d'event processing qui peut être plus compliquée avec un état, notamment si vous voulez gérer des bascules, ou donc le fait que, par exemple, si vous voulez qu'un device qui passe en low batterie, mais après finalement il revient et il est à plus de 10%, vous voulez automatiquement le faire rebasculer, voilà, gérer comme ça, comment on appelle ça? Il y a un terme pour ça, enfin bref. Le fait qu'on passe sous un seuil et puis après il y a un autre seuil pour réenclencher. Hystérésis, voilà, exactement. Si vous voulez gérer ce genre de choses, ça peut être fait par des règles de state processing qui sont un peu plus compliquées à gérer. Je vais vous passer le détail dessus, mais c'est possible. Donc voilà, donc les actions. Alors ça c'est intéressant, les actions. Donc on appelle ça, dans les API, ça s'appelle Action Policies. Action Policies, c'est notre module de notification. Il sait faire trois choses. Il sait envoyer des SMS, il sait envoyer des emails, et il sait faire des appels webhook. Donc, par exemple, quand vous déclarez ce qui s'appelle une Action Policy, vous dites qu'est-ce qui est en entrée de cette Action Policy, donc quel est le trigger. Donc le trigger, ça peut être une règle de firing, une firing rule. Ça peut aussi être directement un flux de data, c'est possible. Donc notamment, je dirais. Et donc voilà, vous dites, ok, qu'est-ce que j'ai en entrée, qu'est-ce qui déclenche cette notification, et après vous déclarez quelles sont les actions. Et donc dans les actions, vous pouvez mettre d'ailleurs un mélange d'envoi de mail et d'envoi de SMS, etc. Alors les mails et les SMS, vous pouvez utiliser du template moustache pour, à partir de la donnée JSON brute, créer vraiment le contenu du mail ou du SMS. Donc ça c'est assez intéressant. Et appel webhook, pareil. Vous pouvez templatiser le contenu de l'appel webhook. Donc pour reformater un peu le contenu de l'appel qui va être fait sortant. Et donc, je vous disais, donc là je vous en ai parlé dans le cadre de l'event processing, mais en fait, ces systèmes d'action policy marchent aussi sur les flux de data. Et c'est comme ça qu'on déclare qu'on peut faire vraiment du webhook sur des flux de data. Donc on peut dire, toutes les data new, je veux que ça déclenche un appel webhook vers tel endpoint, avec tel formatage de template. Voilà. C'est très adaptatif. On a déjà fait tout un tas d'exemples pour publier, je sais pas, voilà, sur Twitter, Slack ou que sais-je. Pour information, hier, chez un client, on a branché LiveObjects à la place d'ObjNews sans rien changer à l'application métier, parce qu'on faisait le même appel, parce qu'on avait templatisé l'appel webhook. Donc c'est pour montrer que voilà, ça permet vraiment d'adapter ce qui va sortir. Et l'intégration webhook, elle a un certain nombre d'avantages pour vous. Et notamment, tout à l'heure, quand on parlait du fait d'avoir plusieurs consommateurs et de gérer un peu des droits. C'est-à-dire que quand vous mettez en place des fils de messages, c'est que vous avez un droit pour venir vous connecter à LiveObjects en MQTT et consommer des choses. On a vu que vous pouviez restreindre quel FIFO était accessible ou pas. Mais déjà, ça veut dire que cette connexion MQTT, elle est dans un compte. Donc si jamais vous vouliez agréger des données de plusieurs comptes LiveObjects pour une raison ou une autre, ou des données qui viennent de LiveObjects et des données qui viennent d'ailleurs, ça vous demande de gérer beaucoup de choses. A contrario, webhook, ça veut dire que c'est LiveObjects qui vous appelle. Donc peut-être que sur le même endpoint de webhook, il y a à la fois LiveObjects qui vous appelle et puis d'autres applicatifs qui vous appellent. Peut-être qu'il y a LiveObjects qui vous appelle, mais en fait depuis plusieurs comptes. Sur plusieurs comptes, vous avez configuré différents webhooks, c'est possible. Donc voilà, ça donne pas mal de flexibilité. Et si vous avez, tout à l'heure je parlais du fait que peut-être vous avez
des différents clients, en fait, et chacun intéressé par une sous-partie des données. Peut-être que vous êtes fabricant d'équipement, vous avez un compte LiveObjects avec toute votre flotte, vous gérez vos firmware updates, vous gérez vos configurations dedans, vous avez toute votre flotte dans un seul compte. Mais en fait, vous avez plusieurs clients. Et donc peut-être que ce que vous pourriez faire, par exemple, c'est créer un groupe par client, ranger vos devices dans les groupes, et puis derrière, créer des règles d'appel webhook par groupe. Dire le groupe A, je vais appeler le backend du client A, le groupe B, je vais appeler le backend du client B. Et vous êtes tranquille sur le fait que vos clients ne recevront que les données de leur compte. Voilà, vous pourriez faire comme ça. Voilà. C'est une manière de faire. Ou alors vous pouvez créer une FIFO par groupe, enfin, créer une FIFO avec le routage pour chaque groupe, et créer une clé pour chaque client, et leur donner et par contre bien restreindre par FIFO. Ça demande un peu plus de travail. C'est aussi réalisable. Alors voilà, là il y avait un exemple en appelant IFTTT. Enfin, du coup, ça ouvre beaucoup de possibilités, le webhook templatisé. Voilà. Et il y a il y avait une question? Non, c'est bon. Il y a un dernier sujet dans la partie event processing aussi qui a été ajouté. Alors du coup, on met beaucoup de choses dans event processing, mais en gros, c'est tout là où on a un peu d'intelligence. Il y a quelque chose autour maintenant de la surveillance d'activité de device. Vous pouvez mettre en place des règles du type si les équipements qui répondent à tels critères sont silencieux plus de temps. Donc en fait, c'est pour détecter le silence des équipements. Parce que des conditions sur des données remontées, c'est ce qu'on a présenté, mais là, quand un device est silencieux, il n'y a rien qui remonte. Donc là, il y a quelque chose de particulier, on peut déclarer des règles pour détecter qu'il y a une absence d'activité pour un device et déclencher quelque chose. Voilà, c'est possible. Donc voilà, vous pouvez dire, si mon équipement n'est pas actif pendant... pas actif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de data message et il n'y a pas de statut réseau non plus. Donc par exemple, il ne fait pas de connexion MQTT. Un équipement qui ferait que se connecter en MQTT mais qui ne remonte pas de data, il est considéré actif quand même. Voilà. En LoRa, s'il ne parle pas, non, par contre, il n'est pas actif. Parce que LoRa, l'activité, tout est data. Le join, enfin il y a le join, mais en gros de ça, tout est public. Donc là, on peut faire ça et lever du coup des notifications que tiens, il y a un équipement qu'on n'a pas vu depuis 12 heures. Voilà, ça peut remplir service, rendre service. Voilà, et dernier sujet, oui. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de JSON logique très rapidement. Vous savez, je vous ai dit, c'est pour la partie matching, on peut mettre des conditions. Donc on faire des comparaisons donc, avec des et, des ou logiques, etc. On peut aussi appeler des verbes de géofencing. Donc c'est développé. On a développé ça. Il y a toute une API pour déclarer des zones, des géozones. Donc c'est des points géographiques, des polygones, des cercles aussi. Et après, dans votre condition gésologique, vous pouvez référencer des zones. Vous pouvez dire, est-ce que la température est supérieure à 20 degrés et l'équipement est présent dans telle zone, par exemple. Vous pouvez faire ça, faire référence à des zones et tester ça dans votre JSON logique. Donc ça ouvre la possibilité à beaucoup de choses. Et coupler ça avec du state processing, par exemple, vous permet de détecter des entrées et des sorties de zone. Voilà. Donc on peut faire ça en complètement autonome dans LiveObjects, avoir un fonctionnel de géofencing, déclarer des zones et puis recevoir des notifications SMS quand un équipement rentre ou sort d'une zone. On peut le faire ça en complet LiveObjects. Voilà. Ah oui, là il y a des slides un peu sur l'avenir de tout ça. Donc sur le routage, une simplification, une restructuration un peu de ce que je vous présentais avec les règles de routage, quelque chose de plus accompagnant. Avoir tous ces mécaniques de rule engine dans le portail. Donc tout est sous forme d'API. Et autour de la data visualisation, il y a des sujets autour de widgets